Comme prévu, l'armée russe recule sur tous les fronts. Je l'avais expliqué il y a 6 mois, à force de recevoir de plus en plus d'armes occidentales et d'armes de plus en plus sophistiquées, eh bien, il était bien évident que le rapport de force qui, il y a 6 mois, était en faveur des Russes, aujourd'hui c'est inversé, il est en faveur des Ukrainiens. Comme prévu aussi, la guerre sera longue. Je rappelle que le lendemain de l'attaque de Vladimir Poutine, le 24 février 2022, donc le lendemain, le 25 ou 26 février, les présidents français et américains sont intervenus sur les plateaux de télé, expliquer que la guerre serait longue. La guerre serait longue, et d'ailleurs ils ont tout fait naturellement pour que la guerre soit longue. Alors l'aide à l'Ukraine, l'aide civile à l'Ukraine, qui est parfaitement légitime, hein, c'est un pays effectivement qui a été agressé, qui a été attaqué, donc il était normal d'aider les populations civiles, d'autant plus que cette guerre se déroule en Europe, donc elle nous concerne au plus haut point. C'est une chose, l'aide militaire occidentale, elle s'est faite avec une extrême parcimonie, elle s'est faite au compte-gouttes. Si on avait livré massivement des canons César, je crois que la France aujourd'hui en a livré 6, nous sommes fin octobre 2022, on va en livrer 12 supplémentaires pour monter à 18, en face l'artillerie russe a des centaines de pièces d'artillerie, donc on a livré au compte-gouttes des canons César, les HIMARS américains, les Américains en ont plus de 800 opérationnels, 800 unités, ils en ont livré une dizaine, donc on livre effectivement quelques armes occidentales au compte-gouttes, cela renverse le rapport de force dans une guerre qui reste très sanglante dans les deux camps, dans le camp russe comme dans le camp ukrainien, mais il est bien évident que ce déversement d'armes au compte-gouttes ne fait que prolonger la douleur, que ne fait que prolonger la guerre. On ne veut pas de victoire rapide du camp ukrainien, puisque ça mettrait un terme à la guerre, et il y a un intérêt, alors il faut expliquer un peu plus dans le détail, et je vais rentrer dans le détail, intérêt pour une guerre longue de la part des démocraties, entre guillemets, occidentales, et puis nous avons également ces sanctions économiques, les sanctions économiques à l'égard de la Russie, qui finalement ne font que renforcer le régime de Vladimir Poutine, tout en affaiblissant l'économie russe et en provoquant la ruine de la population russe. Au passage, on provoque aussi la ruine des populations occidentales et particulièrement européennes. Mais les sanctions économiques de toute éternité n'ont toujours servi qu'à renforcer les régimes. Si le régime de Cuba, le régime des Castro depuis 1959 est en place, c'est en grande partie parce que les sanctions américaines permettent à ce régime d'expliquer à la population que la ruine de son économie est liée aux sanctions américaines, ce qui, naturellement, n'est pas vrai, en tout cas, qu'à une très faible part. L'essentiel de la ruine de l'économie cubaine vient de l'économie socialiste, et non pas des sanctions américaines. Mais les sanctions américaines permettent de justifier auprès de l'opinion publique la ruine de l'économie. Pareil en Iran. La ruine de l'économie iranienne, les mollahs expliquent à la population que c'est la faute des sanctions économiques. À l'époque de Saddam Hussein expliquait cela aussi à sa population. La destruction économique était le résultat des sanctions économiques américaines, ce qui est en très petite partie vrai, mais qui est globalement faux, bien évidemment. Donc là, on renforce effectivement Poutine tout en affaiblissant l'économie russe. On a renforcé même doublement par les sanctions économiques l'économie russe, puisque en créant une tension sur les marchés du pétrole et sur les marchés du gaz, eh bien, on a enrichi aussi la Russie. Donc c'est ce qui permet aussi de prolonger la guerre. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la guerre nucléaire. On nous annonce tous les jours que Vladimir Poutine va utiliser une arme nucléaire ou une bombe sale avec des éléments radioactifs, ou bien il va utiliser l'arme chimique. Donc c'est un argument assez classique qu'on avait utilisé à l'époque de la guerre contre l'Irak et de Saddam Hussein, les armes de destruction massive. Et les Américains avaient menti à la tribune de l'ONU pour expliquer que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, ce qui était bien évidemment faux. Alors là, aujourd'hui, on sait que la Russie possède des armes nucléaires. On peut douter de l'efficacité totale, de la totalité de son arsenal nucléaire, quand on voit l'inefficacité de son aviation, de son artillerie ou de ses chars. On peut douter de l'efficacité totale de ces armes nucléaires, mais on sait de toute façon qu'il possède un certain nombre de stocks de munitions nucléaires. C'est pas le sujet. Est-ce qu'il va les utiliser? C'est fort peu probable. Déjà parce que depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine ne cesse de dire qu'il est une puissance nucléaire et qu'il pourrait avoir recours aux armes nucléaires si son territoire était menacé. Et comme on dit, chien qui aboie ne mord pas. S'il avait l'intention d'utiliser des armes nucléaires, il ne
dirait pas qu'il a des armes nucléaires et qu'il va les utiliser, bien évidemment. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est que je pense que chez tout leader politique et chez tout conquérant ou chez tout général, il y a quand même un aspect éthique qu'il faut prendre en compte, d'éthique personnelle, et on a tous des limites, si j'ose dire. Je rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler n'a jamais utilisé, par exemple, d'armes chimiques, qui avaient pourtant été utilisées massivement lors de la guerre de 14-18. Lui-même, Hitler avait été gazé au front, était devenu aveugle, et puis avait connu une dépression nerveuse assez importante. Il a fait un petit peu d'hôpital psychiatrique, bien. Donc, il n'a pas utilisé d'armes chimiques, même à la toute fin de la guerre, lorsqu'il est confiné dans son bunker en 1945. Il n'utilise pas d'armes chimiques dans les V1 et V2, et ils auraient pu mettre au lieu de mettre une tonne de bombes, on peut mettre une bombe chimique dans les V1 et dans les V2, et je rappelle que les V1 et V2 ont été produits à plus de 8000 exemplaires chacun, donc ils en ont produit à très très grands exemplaires, et ils auraient pu faire des dégâts considérables sur Londres, sur Moscou, avec des armes chimiques, et Hitler ne l'a jamais fait. Les Alliés ont détruit toutes les villes d'Allemagne qui ont été rasées à 100%, et puis les villes de Normandie au passage, mais ils n'ont jamais utilisé, eux non plus, d'armes chimiques. Donc il y a quand même des limites, et je pense pas que Vladimir Poutine ait l'ambition de faire pire qu'Hitler, entre guillemets. Donc je ne crois pas du tout, je ne crois pas beaucoup à cette option-là, mais pendant qu'on essaie de faire porter à Vladimirovitch Poutine la casquette un peu trop grande d'Adolf Hitler et de monstre indépassable et absolu, eh bien, les démocraties occidentales font tourner la planche à billets, ce qui provoque de l'inflation. Et l'inflation, c'est un petit peu comme la République de Weimar, l'inflation aboutira à la chute de ces régimes, car la révolution ne vient jamais du fait de révolutionnaires de type Aubenas, Soral, Pierre ou Paul ou Jacques. La révolution vient d'abord de l'écroulement de l'économie, et l'écroulement de l'économie vient d'abord de l'inflation et de l'hyperinflation. Donc aujourd'hui, qui c'est qui met le feu à l'économie mondiale? Eh bien, ce sont nos dirigeants qui font tourner la planche à billets depuis maintenant des années. Alors ça existait déjà avant le Covid. Le Covid a accéléré le quoi qu'il en coûte, donc la dépense publique inconsidérée. La guerre aujourd'hui en Ukraine a accéléré aussi ce mouvement. Et aujourd'hui, on voit l'euro qui s'écroule complètement face au dollar, qui lui-même s'écroule, parce qu'en fait, il y a une très forte aussi inflation aux États-Unis. Donc en fait, on n'a que des monnaies fiat qui perdent de la valeur tous les jours. Le bouclier tarifaire qui existe aujourd'hui dans un certain nombre de pays européens, particulièrement en France, n'est financé là aussi que par de la dette. Donc en fait, c'est de l'inflation future. Donc à court terme, les prix n'augmentent pas trop, mais à partir de 2023-2024, ils ne vont cesser d'augmenter. J'ai expliqué il y a plusieurs années comment l'inflation allait arriver à partir de 2022. Mais 2022, c'est pas la fin de l'inflation, ce n'est que le début de l'inflation, et quand on commence à mettre le feu au rideau, toute la baraque finit par brûler. Quand on commence avec un petit peu d'inflation, eh bien l'inflation, on ne peut pas l'arrêter comme ça. On pourrait l'arrêter qu'en revenant à l'étalon or, ou qu'en adoptant le bitcoin ou un dérivé du bitcoin comme monnaie, c'est-à-dire une monnaie qui est en quantité limitée sur Terre. Tant qu'on a des monnaies fiat, tant qu'on peut faire tourner la planche à billets, il y aura de l'inflation. C'est un principe de théorie quantitative de la monnaie. Vous savez, MV égale PY. MV, c'est-à-dire le produit, la masse monétaire, multiplié par V, le nombre de transactions, égale petit p, l'indice des prix, fois grand Y, le revenu national. Donc l'équation au premier degré à une inconnue, ça donne petit p égale MV sur grand Y. Donc quand grand Y, le revenu national, augmente très peu, ce qui est le cas aujourd'hui en Europe, et alors que la masse monétaire augmente fortement et que le nombre de transactions augmente fortement, parce que les transactions sont faites notamment par la dépense publique, eh bien vous avez un indice des prix qui mesure, simplement, qui est la mesure de l'inflation, qui augmente. Donc on est aujourd'hui dans cette configuration, et cette configuration, elle est révolutionnaire. Elle est révolutionnaire en ce sens où elle va conduire à la déstabilisation complète des régimes politiques. Maintenant, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 3-4 mois. Nous sommes fin octobre 2022, c'est-à-dire d'ici fin février, on va dire, donc il y aura un an de guerre. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, l'armée russe aura épuisé ses dernières réserves, ses dernières ressources en termes d'équipement et en termes de munitions. Aujourd'hui, la Biélorussie livre ses derniers chars T-72, je rappelle, modèle de 1972. Voilà, ces derniers chars à la Russie pour les envoyer à la destruction en Ukraine. Donc au fil novembre, décembre, janvier, février, il reste encore 3-4 mois pour la destruction de ce qui reste de l'armée russe.
Destruction totale donc du matériel russe, pas des soldats, il y aura toujours bien sûr une quantité très importante de soldats russes, mais sans matériel on ne peut pas faire une guerre moderne, donc le matériel russe sera détruit d'ici maintenant 4 mois, même avec des livraisons d'armes qui sont au compte-gouttes, mais ça devrait suffire, et à ce moment-là il y a un risque d'éclatement de la Fédération de Russie, qui je rappelle qui est un État fédéral, hein, c'est une fédération de plusieurs républiques, et un certain nombre de républiques, sans l'armée, risquent de déclarer leur indépendance. Or, l'OTAN ne peut pas accepter que la Russie éclate en 50 petits pays. Parce que sinon, l'OTAN n'aurait plus d'ennemis, et l'OTAN n'aurait plus de raison d'être. Et derrière l'OTAN, il y a quand même un complexe militaro-industriel américain, et c'est pas une théorie conspirationniste, hein. Le président Eisenhower, président des États-Unis, et grand héros de la Seconde Guerre mondiale, et commandant des armées qui ont fait le débarquement en Normandie, le général Eisenhower avait bien expliqué, dans son allocution de 1961, combien le complexe militaro-industriel, aujourd'hui, représentait un État dans l'État, hein, pour aller dire ce qu'on appelle l'État profond, un deep state en anglais, et qui faisait une partie de la politique américaine, notamment l'OTAN, qui est une émanation de cet État profond. Donc si la Russie devait éclater, faute d'armée et déclaration d'indépendance de républiques séparatistes, eh bien l'OTAN, paradoxalement, viendra au secours de Vladimirovitch Poutine. C'est dans une logique politique. Donc aujourd'hui, on vous dit Poutine, c'est le nouveau Hitler, il va utiliser les armes chimiques ou les armes nucléaires, c'est épouvantable, c'est l'Armageddon. En fait, à mon avis, c'est très largement bidon. Dans 4 mois, quand l'armée russe sera complètement rincée, quelque part, il faudra continuer de soutenir Poutine pour que la Russie reste en un seul morceau, et puis pour que l'OTAN ait un ennemi. Parce que si l'OTAN n'a pas d'ennemi, l'OTAN n'a pas de raison d'être, l'OTAN se dissout. Et alors, les démocraties occidentales auront un autre problème que le risque d'éclatement de la Russie et le risque d'éclatement de l'OTAN, qui sera la révolution. Qui sera le fait que les peuples n'accepteront pas l'inflation qui va augmenter en 2023, hein, augmenter par rapport à 2022, qui est déjà assez forte. Et donc les gouvernements aujourd'hui nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est effectivement pré-révolutionnaire, qui est pré-totalitaire, parce que si les régimes démocratiques en Europe tombent, derrière nous aurons des régimes totalitaires, des régimes durs. Dans 100% des cas où les pays ont connu l'hyperinflation, le régime est tombé. Dans 100% des cas, il n'y a pas un cas dans l'histoire depuis 5000 ans où l'inflation n'a pas abouti à ce que le régime tombe. Inflation égale révolution. Il faut être très clair. Et révolution amène régime dur, de type fasciste. Il faut être très clair par rapport à ça. Donc nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire, et qui est mis en place par qui ? Par Biden, Macron, Trudeau et autres Scholz allemands. C'est cela dont il faut parler aujourd'hui. Nous sommes dans cette situation. Voilà. Donc je reviendrai bien sûr vers vous sur ces sujets au cours des prochains mois ou des prochaines semaines, mais sachez que nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire. Voilà. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.